parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le plaisir complet, inégalé de vous retrouver en cette dernière de la semaine. L'équipe également, toute présente. Jacques-Léo Aleno, Alphonse Marat, Moussa Yeroba, Antoine Kourouma pour servir 1h30 minutes ensemble pour parler de l'actualité. Vous pouvez donc continuer à réagir à cette émission comme vous l'avez fait toute la semaine en réagissant sur Twitter au hashtag espace GG ou en écrivant au 657 39 13 13. Vos réactions seront relayées dans le cadre de cette émission. Eux, ils subissent la crise sanitaire de plein fouet. Ailleurs dans le monde, comme ici en Guinée, les secteurs qui brassent du monde traversent une période de vache maigre du fait des restrictions prises pour endiguer l'expansion du virus maudit. Sans mesures d'accompagnement conséquentes, comme c'est le cas en Guinée, notre pays, les promoteurs touristiques et hôteliers qui ont longtemps tiré le diable par la queue alertent désormais contre des risques de faillite devenus chaque jour après plus réels. À quoi se mesure le ralentissement de leur activité? Quelle solution face à la recrudescence des plaintes? Nous aurons deux invités, deux répondants, spécialistes et acteurs du domaine. Valissako d'abord, il est président des tenanciers de bar, puis Monsieur Jacques Théa, vous l'avez certainement déjà entendu, il est président de la Fédération patronale du tourisme en Guinée. Il sera avec nous au bout du fil. Et puis au parti au pouvoir, tous les désillusionnés parlent désormais d'une voix. Tenez-vous bien, le collectif des frustrés du RPG fait désormais son chemin. L'instance qui rassemble les mécontents et révoltés de la gouvernance Condé vient de se fendre d'un mémorandum construit sur 12 points et adressé ce 3 septembre au président de la République, le professeur Alpha Condé, dans le but, disent-ils, de voler au secours de notre parti pour lui éviter de s'effondrer après votre règne. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'ils attendent d'une telle démarche? Ibrahima Doumbouya, coordinateur du collectif des frustrés du RPG Arc-en-Ciel, nous l'entendrons au bout de cette émission. Bien entendu, ce menu va être étoffé d'autres actualités à voir maintenant avec mes amis de tous les matins. Alphonse Marat, bonjour. Tamba, ce n'est pas un bonjour. Ça fait bien que tu parles du collectif des frustrés du RPG. D'accord. Ce matin, je vais parler au nom du collectif de ceux qui payent le transport à Conakry. Et Antoine, c'est quoi cette histoire? Non, aujourd'hui, le couvre-feu ou l'état d'urgence est prorogé, mais l'État a manqué de prendre en compte cette situation du Guinéen que moi je suis, parce qu'il faut noter bien, j'emprunte le taxi au même titre que 90% de la population de Conakry. Le transport est maintenu encore à son prix double par tronçon, et l'État n'a pas diminué le carburant pour que le transport diminue s'ils veulent maintenir les gestes barrières. En fait, il ne faut pas que le bilan macabre que le virus n'a pas eu, faut pas que la situation économique nous impose ça. On dirait que tu viens de te tirer d'un long sommeil. Non, en fait, c'est ça. Je me surprends à me réveiller dans une situation qui ne veut pas changer. Tu dormais, Antoine? Non, on avait toléré jusqu'à une certaine période. On avait toléré jusqu'à une certaine période, mais aujourd'hui, il faut le dire. Il faut que le transport soit revienne à la normale ou que le carburant baisse pour permettre aux gens de pouvoir avoir une certaine vie normale. Il est plus difficile aujourd'hui de payer le transport que de carburer une voiture. Et imaginez, on n'a pas tous des voitures. Si on doit payer le transport, imagine, moi de chez moi ici, ça fait 12 000 l'aller simple, sans compter le retour. Ça fait 25 000 si je dois compter l'aller-retour tous les jours. Mais je ne peux pas me permettre de débourser 25 000. Ce n'est pas le Premier ministre ou le gouvernement qui me paye. Donc, il faut que le transport revienne soit à la normale ou qu'il baisse le carburant pour que le Guinéen puisse respecter les gestes barrières dans les véhicules et réduire le coût du transport. Le Guinéen en a marre. Le 1500, si le 1500 n'est pas bon, ils n'ont qu'à diminuer le carburant pour nous faire revenir à une autre forme. Mais on est fatigué de payer le transport. Je galère ce matin. Alphonse. Les grandes gueules. Et je ne suis pas le seul Guinéen. Alphonse, il fallait dire ça. Non.
Parce que lui, au moins, il peut le dire ici. Non, moi je le dis ici, mais il y en a qui ne le disent pas. Et imagine, il y en a qui sortent avec un budget réduit et qui se retrouvent bloqués en route parce qu'ils n'ont pas l'argent pour retourner. 1500, c'est bon. Grande gueule. Parfait. Alors, si vous nous avez écoutés, Alphonse Marat galère ce matin. Le message, il est passé. Voler au secours d'Alphonse, ce serait très bien. Écoute, c'est drôle, hein, mais je te jure, oui, c'est une situation très difficile que traversent beaucoup de Guinéens. Bonjour Tamba. Tu vas y revenir. Non, attends. Je te jure, il y a des étudiants qui sont dans des situations très difficiles. Il y en a, par exemple, qui partent à l'école 3 ou 4 fois par semaine, mais imagine, le transport est double. C'est très difficile. Marat peut s'estimer heureux parce qu'il a un emploi et tout. Il peut peut-être se débrouiller. Mais d'autres personnes, imaginez, ont du mal à aller à l'université ou bien à aller à leur école ou bien peut-être à aller quelque part où ils exercent un petit métier. C'est très difficile. Je pense que ce qu'il a dit est tout à fait... Les autorités devraient l'entendre, voir si c'est possible de baisser le prix du carburant. Parce que les gestes barrières, vous voyez dans les taxis, quelquefois, les gens ne les respectent pas. Surtout les transports interurbains. Les gens à l'intérieur du pays, non seulement on prend les gens ne prennent pas le nombre de personnes demandées par les autorités sanitaires, mais en même temps, ils ont, par exemple, pour aller à Kindia, les gens payent 100 000. Est-ce qu'ils prennent juste une personne devant et 2 personnes derrière? C'est pas le cas. C'est pas le cas. Avant, le transport était à combien pour aller à Kindia? C'était à entre 30 et 35 000. Mais maintenant, c'est à 100 000. 100 000, imaginez, les gens ne respectent pas les gestes barrières avec ça. C'est bien dommage. Jacques, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Antoine. Bonjour. Bonjour, pardon. Je suis habitué à Antoine qui... C'est moi qui suis le spécialiste de ce genre de trucs. Donc, quand ce n'est pas moi, mais c'est moi. Et c'est bien. Quand c'est pas toi, c'est pas toi. Et c'est toi, Antoine. Jacques, on va avancer avec cette décision prise par la HAC. Pas mal d'orientations et de directives par rapport à la couverture de la présidentielle d'octobre prochain. Oui, c'est comme une habitude, hein, l'autorité de régulation des médias décide à la veille, disons au lancement de la campagne électorale, de donner des orientations par rapport à la communication politique. Donc des partis candidats qui doivent communiquer avec les citoyens sur le contenu de leur programme de société ont une certaine destination qui leur est donnée. Donc la haute autorité de la communication s'appuie bien entendu sur la loi qui réglemente d'abord la loi portant fonctionnement de la HAC, mais également sur le code électoral. Je crois que pour ce qui est de la campagne électorale, c'est le code électoral qui traite de cela, et il est demandé à la haute autorité de la communication de veiller à l'organisation du passage des candidats au niveau des médias de service public, parce qu'il ne s'agit que de cela en réalité. Les candidats compétiteurs donc ont accès aux médias de service public. C'est seulement pendant cette période qu'il y a cette exigence, et puis c'est veillé. La haute autorité de la communication essaye de veiller à la lettre au respect de l'accès équitable de tous les partis compétiteurs aux médias de service public. La décision qui est donc sortie hier a mis en lumière certaines mesures, notamment par rapport au débat. Je commencerai par ça parce que c'est ce qui est revenu dans les médias depuis hier. On en parle. On a interdit le débat entre 2 candidats sur les médias privés. En revanche, au niveau des médias publics, c'est même recommandé. C'est facultatif, mais c'est recommandé. Et au niveau des médias privés, d'après ce que les commissaires de la HAC essayent de dire, c'est que d'abord, on ne peut pas soumettre les médias privés aux règles qui sont fixées par la loi. La loi n'en parle pas. La loi ne dit pas à la haute autorité de la communication de veiller à cet équilibre au niveau des médias privés. J'ai pas lu, et je me réserve l'actuelle loi, la loi qui a été amendée, mais l'ancienne en tout cas d'ailleurs le code électoral n'a pas été révisé, donc ce qui est sûr, c'est pour les médias publics on en a parlé, on n'a pas parlé pour les médias privés. Les médias privés donc peuvent recevoir les candidats, et
les reçoivent souvent moyennant quelque chose. C'est comme ça, ça a toujours fonctionné. Sauf que c'est quand même une nouveauté, même si par le passé, ça ne nous avait pas été dit, mais c'est une première qu'on nous dise, il nous est interdit quand même de recevoir 2 candidats dans un débat. Le souci pour les commissaires, d'après ce qu'ils disent, c'est qu'ils craignent que les médias privés ne puissent pas recevoir tout le monde. Et puisqu'en tant qu'organe de régulation, il veut veiller à ce que les médias, les partis politiques, que les candidats aient un accès équitable. Donc il faut tout simplement interdire. Les candidats ne sont pas au même niveau, ils n'ont pas les mêmes ressources. Il y en a qui peuvent payer plus et s'offrir beaucoup de passages dans les médias autant de passages dans les médias privés, alors que ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens ne peuvent pas, n'est-ce pas, avoir accès. Et l'autre chose, c'est que s'il y a ce type de débat dans les médias privés, ça risque de concurrencer, n'est-ce pas, le média public quand même, qui offre gratuitement ces programmes et qui veille à ce que l'équité soit respectée. Tous les candidats ont droit aux 7 minutes pour convaincre, ils passent et ils donnent leur message. À l'exception d'un candidat. Lequel? Le candidat. On va en venir. Le candidat, on va en venir. Bien entendu, le super candidat. On va en venir tout à l'heure. Donc, les autres, ils participent au programme croisé. Et là également, c'est animé par des journalistes donc de la RTG. Ils seront désignés. Tout ceci est coordonné par la haute autorité de la communication. Donc, le souci qu'évoquent, n'est-ce pas, les commissaires, c'est bien cela. Donc, dans un premier temps, que les médias privés ne puissent pas veiller à cet équilibre-là, parce que, bien entendu, les médias privés, c'est la période de vache-lait, comme on dit, on tend la main. Maintenant, de l'autre côté, c'est gratuitement. Et c'est ce que la loi recommande. La haute autorité de la communication veille à cela. Maintenant, vous parlez du super candidat, puisqu'on parle de l'équilibre, c'est au niveau de l'article 10 de la décision de la haute autorité de la communication. On dit: le président de la République, chef de l'État, agissant en qualité, garde des prérogatives d'accès sans limitation et sans restriction aux organes de presse des services publics. Il dispose de ce fait de la latitude exclusive d'accès direct ou différé et ou synchronisé à l'audiovisuel des services publics. Ce n'est plus. J'ai juste envie de dire. Du candidat que l'on. Ce n'est plus du candidat. C'est une erreur. Je sais qu'on parle du président là, mais il faut quand même justement, mais à partir du moment où il est candidat, il cesse d'être président. C'est ce que j'essaie de dire. Il faut préciser pour quel type de message le président peut avoir accès sans limite et l'exclusivité du média d'État. Sinon, si on se limite comme ça, alors que le président il est candidat, si lui il peut passer quand il veut et puis les autres sont soumis aux restrictions, il y a quand même matière à débat. Et voilà donc, Moussa Héron, on parle de 11 candidats. 12 candidats. Et puis le candidat président, Alpha Condé, qui aura accès à tous les médias sans restriction particulière. C'est du 2 poids 2 mesures. Moi, je me dis que peut-être, bien sûr, après, il peut y avoir un organe de gestion de l'État. À partir du moment où le chef de l'État est candidat, des messages prioritaires peuvent être passés par d'autres personnes. Mais dire que le président a un accès sans limite et que les autres... je me dis qu'à partir du moment où il est candidat, on lui ôte la casquette de président, il devient le candidat et donc il est sur la scène concurrentielle comme les autres candidats. Donc c'est du 2 poids 2 mesures, je me dis. Mais en même temps, Moussa Héron, est-ce que c'est pas faire montre d'irréalisme que de dire c'est du 2 poids 2 mesures? On sait comment ça a toujours été. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une autre décision? On parle de ce qui devrait être. Ce qui devrait être, c'est que les choses devraient être faites à part égale entre les différents candidats. Ce qui doit être, c'est ça. Mais vous savez ce qui se passe chez nous, même avant, ce qu'il y a, c'est que tout le monde n'a pas accès de la même manière au niveau des médias d'État. Le président, bien entendu, vous avez vu quand il y a des décrets, ça c'est quand il est président. Mais en tant que candidat, normalement, il devrait y avoir le même temps d'antenne pour tous les candidats. C'est ce qu'on veut dire. Maintenant, c'est la HAC qui peut peut-être justifier les raisons de ce choix. Mais l'autre chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est le fait de dire, par exemple, qu'on n'a pas la possibilité d'inviter 2 candidats en même temps sur le même plateau.
Dans les médias privés, je ne vois pas pourquoi on interdirait de recevoir deux candidats qui défendraient leur projet de société. Oui, qui défendraient leur projet de société, à qui on pourrait poser des questions pour permettre au peuple de mettre dans la balance les deux candidats, d'équilibrer. Moi, je ne vois pas pourquoi on interdirait. Je ressors la contradiction, mais évidente qu'il y a autour de cela. On dit aux médias privés, n'ayez pas deux opposants sur le même plateau au même moment, et pour garantir une équité d'accès aux médias. Et de l'autre côté, sur le média public, on dit le président, lui, il peut avoir accès commun. C'est finalement assez dichotomique. C'est dichotomique. Je pense que la HAC devrait... Bon, évidemment, la décision est là. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ce n'est pas une bonne chose que d'interdire aux médias privés de recevoir... Parce qu'on a reçu quelquefois des gens ici, des acteurs politiques qui ne sont pas du même bord. Et le débat... Le débat se passe très bien et c'est ce qui intéresse le peuple de Guinée. C'est de savoir qui peut faire quoi pour lui. Mais si on nous l'interdit, je pense que c'est une façon... C'est une atteinte à la liberté, des médias de pouvoir faire leur travail tel qu'ils l'entendent avec professionnalisme. Parce qu'on a l'habitude de le faire avec professionnalisme et on peut le faire avec professionnalisme. Vous vous souvenez du débat, Moussaïro, Kiridi, Dr Kassori Fofana. On l'a fait ici et c'était vraiment intéressant. Donc c'est possible de le faire. Ça permet d'ouvrir les esprits, ça permet de faire comprendre au peuple de Guinée qui peut faire quoi. Moi je pense que dire que la HAC... que la HAC prenne une telle décision, je ne sais pas ce qui leur a permis de prendre une telle décision. Et je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Par le même moment, Antoine, merci Hiro, par le même moment, on a quand même l'habitude de voir, même en Europe ou ici, en Afrique, c'est souvent le média public qui organise ce type de débat. Permettez que je commence par ceci, tirer un chapeau d'abord au nouveau président de la HAC, Monsieur Yacine Diallo, qui apparemment commence déjà à faire valoir son talent. Déjà, ce document qu'on a sous la main, on n'y est pas habitué. Pendant les élections, la HAC, de par le passé, c'est vrai qu'il y a eu ce type de débat dans les médias publics, mais tel qu'organisé, avec un document aussi volumineux, parce que c'est 58 articles, il faut le préciser, dans lesquels il est précisé le rôle de tous les médias durant la campagne électorale. Et donc, on est surtout interpellés, nous, les médias privés, dans le rôle qu'on doit jouer pendant cette élection présidentielle. Je relève quelques points. Je commence par l'article 3 de cette décision prise par la HAC. Au niveau du point 3, il est indiqué qu'il faut s'interdire la diffusion d'informations, de chansons, de jeux, de spots, de communiqués, de proverbes, de caricatures et récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine ethnique, raciale, religieuse et de mettre en péril l'unité nationale et l'ordre public ou de dénigrer et de diffamer un candidat à l'élection présidentielle. Au niveau du point 4, éviter la diffusion de sondages d'opinion en rapport avec les élections présidentielles. Ce qui est normal. Mais dans les faits, de façon concrète, est-ce que cela sera possible? Non, sur cet article, sur les sondages, je pense qu'il faut le relire. C'est ce que je dis. Antoine, non, il dit clairement qu'il faut éviter la diffusion de sondages d'opinion en rapport avec les élections présidentielles 2020. Est-ce que Tamba, est-ce que cela est possible, Tamba? Non, sur les sondages, je peux bien comprendre qu'ils assoient ce type de disposition sur le fait qu'il n'y ait pas d'organisme reconnu spécialisé dans les sondages, mais c'est une pratique démocratique que de faire entendre les sondages. On veut interdire aux médias cela, alors que dernièrement, par rapport à la synergie des médias, je suis pas d'accord, moi. À la synergie des médias, les médias ont contribué à aider les citoyens à comprendre ce qui se passait sur le terrain. Avec la remontée des informations liées aux résultats des élections, on a pu aider la CENI même à comprendre comment les choses se déroulaient sur le terrain, mais surtout les partis politiques. Là, tu parles d'autre chose, Antoine. Non, on parle des sondages, là. La synergie dans la remontée des informations. Non, vous ne comprenez pas. Non, on parle dans la remontée, les sondages. Antoine. Les deux sont liés. Par exemple, non. Vous permettez-moi. Les deux sont liés, Tamba. Antoine, mais on ne va pas mélanger ça. On parle de sondage d'opinion, par exemple, sur les intentions de vote. Mon micro, sur les intentions de vote, on parle de sondage. À ce moment-là, je ne trouve pas que la HAC, je trouve pas judicieuse une telle décision, Antoine. C'est ça. Je parle de la remontée des informations liées aux résultats des élections. Généralement, à l'issue de cela, vous voyez qu'il y a des sondages d'opinion que souvent certains médias ont tendance à vouloir relayer.
C'est de cela que je parle. Je dis que dans la synergie que nous faisons au niveau des médias, il est souvent remarqué que dans les remontées des informations liées aux résultats, il peut arriver que les médias remontent des sondages liés aux intentions ou encore aux opinions liées à ces résultats. Je suis pas d'accord, mais bon. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est mon opinion à moi. Parce que je trouve que... C'est mon opinion à moi. Il y a amalgame, remontée, couverture de la soirée électorale et les sondages d'opinion. Je ne crois pas que... Je ne crois pas que Yacine puisse prendre une telle mesure pour interdire, n'est-ce pas, la remontée des résultats, par exemple, par bureau de vote. C'est différent. En tant que président de l'URTELGI à l'époque, il a été celui qui s'est beaucoup battu pour cela. Il était fier d'apprendre d'ailleurs des résultats bureau de vote par bureau de vote à travers la synergie des radios. Je ne crois pas que ce soit cela. Ce sont les sondages d'opinion, mais qui sont quand même autorisés ailleurs. C'est-à-dire... Ça fait partie de l'exercice démocratique. Avant même qu'on arrive à la campagne électorale, il y a des instituts bien sérieux qui vous donnent les intentions de vote selon les sondages, les études qui sont faites. Bon... Peut-être que chez nous, on ne veut pas pour l'instant aller sur ce terrain-là, mais je crois que si c'est une marche démocratique, il faut qu'on commence à apprendre cela. Il y a des instituts de sondage qui commencent à naître en Guinée. Il faut leur donner quand même la possibilité d'exercer. Mais alors, ce qu'il faudrait faire, pour revenir à Antoine, je pense que la décision serait de dire plus d'instituts de sondage en Guinée. Plus de sondages, alors. Ils ne peuvent pas interdire. Mais si on ne peut pas les interdire, si on peut pas les interdire, alors pourquoi on interdirait leur travail? La restriction, elle est énorme. Plus loin à l'article 48 de cette décision de la HAC, ça c'est la nouveauté. Il y a ce qu'on appelle le grand débat. Le grand débat entre les deux candidats qui seront qualifiés pour le second tour. À ce niveau, ce serait une première qu'Alpha Condé, supposons qu'il soit au deuxième tour. C'est un débat facultatif. C'est même précisé là-bas. Se retrouve pour un débat de face à face. Ce qui n'a jamais été le cas en Guinée. Ou avec Dr Makale Traoré et autres. Ce qui n'a jamais été le cas. Les candidats, leurs représentants aussi. Donc je vois très mal la façon de s'afficher pour un débat face à face. Il est dit dans l'article 48, je l'avais souligné, en cas de deuxième tour, là, propose à titre facultatif. Donc, c'est normal. Ça peut se faire ou ça ne se fait pas. Ce n'est pas obligatoire. Deux grands débats entre les représentants. Sur nos textes. En fait, entre les représentants des deux partis ou alliances. C'est-à-dire, déjà, ça note que le président va se défiler de ce débat. Non, mais représentant. Le candidat est représentant. Ça peut être le candidat ou quelqu'un qui viendra à sa place. Donc, ce n'est pas forcément le président en personne, mais il va trouver quelqu'un dans son alliance qui parle mieux que lui. On reviendra à vous. Comment ça qui parle mieux que lui? C'est lui le candidat. La nouveauté, c'est le grand débat. Et mon souhait serait vraiment que les candidats qualifiés au second tour fassent enfin ce face-à-face. Ce qui n'a jamais été le cas en Guinée. On a hâte de voir des candidats qualifiés au second tour confronter leur programme, nous dire clairement ce qu'ils comptent faire pour la Guinée, voir enfin des candidats nous présenter de façon concrète des chiffres par rapport à ce qu'ils comptent faire une fois élus à la tête de ce pays. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr que cela soit possible en Guinée. De l'autre côté, vers la fin de cette décision, à l'article 52, il est clairement indiqué que tous les responsables de radiodiffusion et de télévision privés ayant souscrit au programme de la HAC sont tenus de communiquer leur grille de programme avant l'ouverture officielle de la campagne électorale au niveau de la HAC. Ça, c'est un peu à l'intention des patrons de presse qui, en fonction des programmes établis à l'interne, doivent les souscrire à la HAC. Et de l'autre côté, à l'article 56... Ça aussi, c'est des choix. D'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire un média comme Espace peut décider de souscrire au programme de la HAC. En ce moment, il accepte de prendre 7 minutes pour convaincre ou bien un programme croisé pour diffuser sur ses antennes. Mais un média qui ne souscrit pas est libre de dérouler son programme. Et à l'article 56, là, c'est là où je vais m'arrêter. Outre les émissions spéciales programmées par la HAC et les éditions ordinaires d'information, aucune émission consacrée à la campagne électorale n'est autorisée dans les médias publics et privés, y compris dans les émissions interactives. Toutefois, la publicité politique payante reste autorisée dans les médias privés. Ah ben, ça tant mieux. Si on a de quoi survivre, c'est du pain béni. Alphonse Maraïgou. Moi, je reviens à l'article 48 qui prévoit un débat entre les candidats qu'au deuxième tour. En fait, c'est un peu discriminatoire. Pourquoi faut-il attendre jusqu'au deuxième tour pour ouvrir un débat entre les candidats? Nous avons 12 candidats. Il y a déjà un débat. Non. Allez-y. Il y a les programmes croisés où les candidats ont la possibilité de se retrouver. C'est-à-dire, dans un départ, ce sera le RPG
le RGD, je crois bien, de docteur de Kabel et Camara, qui vont se retrouver sur un plateau, pas forcément les candidats, mais leurs représentants. Voilà. On parle de programme croisé. Moi, j'aurais souhaité, par exemple, les 2 derniers jours de la campagne, que les candidats, les 12 candidats se retrouvent sur le même plateau pour un face-à-face. Chacun défend son bilan ou chacun fait ses propositions. En fonction de ça, on a la chance de savoir qui défend mieux son programme, qui connaît mieux son programme, qui maîtrise mieux ce qu'il propose. Je vais vous dire pourquoi ça ne fonctionne jamais, ces débats. Je me rappelle encore, il y a quelques années, la HAC avait choisi quelques journalistes justement pour animer ce type de débat. Personnellement, j'en faisais partie. Vous savez ce qui arrive? Eh ben, il y a un seul candidat qui n'en veut jamais. Tous les autres sont d'accord, à l'exception du grand candidat. Du grand candidat. Et c'est là le problème. Parce que ici, si on attend au 2e tour, ça réduit les chances des autres d'exposer face aux grands candidats leur programme. Et c'est bien face aux grands candidats là qu'on est en train de se battre. Le grand candidat. Il faut le dire, le grand débat c'est pour le grand candidat. Ils ont dit au 2e tour. C'est assurément la porte ouverte au grand candidat qui va au 2e tour. Le grand candidat ne va jamais aller à ce débat. Un opposant qui aura réussi à se sortir des mailles du filet s'il ne fait pas son coup KO. Donc, pour revenir à l'article 13, on dit ceux qui offensent le président de la République s'exposent aux sanctions prévues à l'article 98 de la loi portant sur la liberté de la presse. J'aimerais attirer l'attention de la HAC dessus. Alpha Condé n'agit pas dans ce cadre-là en tant que président de la République. Du moment où il a déposé sa candidature et que la campagne est ouverte, son manteau de président reste à Sékou Touré. Les plateaux qu'il va partager pour parler de son programme, il ne parlera pas en tant que président de la République, chef de l'État, non. Il parlera en tant que président du parti RPG Arc-en-Ciel et candidat de ce même parti. J'ai même vu le débat, vous vous rappelez, le débat avec Gbagbo et Alassane Ouattara. C'était le candidat, on parlait du candidat Gbagbo, le candidat Ouattara. Ou bien au Bénin avec Talon et Zensou. Il va falloir que la HAC revoie ces documents pour supprimer partout où il a noté président de la République. Parce que ce document ne concerne pas le président. Il concerne le candidat. Et quand on est candidat, on n'est pas président de la République. Il arrivera des moments où il sera obligé d'exercer des fonctions de président. On n'interdira pas à la RTG de couvrir les activités du président de la République. Mais il va falloir apprendre à faire la différence entre les activités présidentielles et les activités du RPG. Et c'est bien là que la HAC doit carrément s'imposer. Le service public est ouvert au président à tout moment, mais le service public n'est pas ouvert à tout moment au candidat Alpha Condé. Il aura son temps au même titre que les autres. Et le temps doit être équitable entre tous les candidats. Il a son temps au même titre que les autres. Continuez à débattre chez vous. On marque cette petite virgule et on se retrouve juste derrière. Et les activités du RPG. Et c'est bien là que la HAC doit carrément s'imposer. Le service public est ouvert au président à tout moment, mais le service public n'est pas ouvert à tout moment au candidat Alpha Condé, même titre que les autres. Et le temps doit être